Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, très chers compatriotes, internautes. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux aujourd'hui en train de nous suivre. Eh bien, nous allons décortiquer l'actualité, comme on a toujours l'habitude de le faire. On va essayer d'expliquer les choses. Je pense que c'est très intéressant de suivre l'émission d'aujourd'hui et vous allez les découvrir. Nous sommes en train d'avancer très rapidement et sûrement vers la fin de l'empire de Paul Kagame. Et la confession de l'F 23, vous allez comprendre cela, mais aussi la trahison de l'opposition congolaise. Regardez l'analyse que nous allons faire ici, vous allez comprendre effectivement comment est-ce que celui qu'on appelait Patin et qu'aujourd'hui on l'appelle dictateur. Qu'est-ce qui va arriver? Félix Tshisekedi a joué très bien son jeu et la victoire est à nos portes. Ce qui nous reste, c'est d'être prudent, sage, mais aussi stratège. Nous allons décortiquer l'actualité et vous allez comprendre. Quels sont les points qu'on va développer aujourd'hui? Premier point, Félix Tshisekedi impose le jeu. Il a été sous-estimé. Très cher internaute, vous allez découvrir au cours de l'exposé que nous allons faire aujourd'hui que les différentes phases passées par le président Tshisekedi et la manière dont elle a su le transformer à une arme de combat, vous allez les comprendre et vous allez me donner votre réaction et point de vue au regard de l'exposé que nous allons faire maintenant. Le deuxième point, l'AFC 23, la course au pouvoir, Nanga attaqué. Pourquoi Nanga a été attaqué? Pourquoi cela est-ce possible alors qu'ils sont en train de contrôler toute cette région-là? Et c'est lui qui pouvait être en mesure de l'attaquer comme ça, c'est lui qui connaît son trajectoire. Mais pourquoi maintenant l'attaquer? Qu'est-ce qui se cache derrière? On va aussi de l'analyser et vous allez comprendre. Troisième point, le Rwanda est bloqué. La chute est irréversible, inévitable. Et enfin, Joseph Kabila obligé de changer de cartes. On les signale à l'Angola. Pourquoi cela? On va les décortiquer. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir encore une fois, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons essayer de décortiquer ces sujets, ces différentes thématiques, comme nous l'avons mis en exergue, et la fin de l'empire de Paul Kagame, la confession de l'opposition, de la FCM23, mais aussi la trahison de l'opposition congolaise. Et nous allons comprendre. Sans tarder, on va passer directement à notre point. Nous allons prendre notre temps d'analyser point par point, mais aussi les faire d'une manière pédagogique afin que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de nos analyses que nous allons faire aujourd'hui. Félix Tshisekedi impose ce jeu, il a été sous-estimé. Mesdames et messieurs, si vous vous rappelez que le président Tshisekedi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a été qualifié effectivement de patin. Ça fait tellement de temps et qu'aujourd'hui, on parle d'un dictateur. Pourquoi aujourd'hui on parle d'un dictateur? Parce que il a été tellement sous-estimé par ses adversaires. Puisque l'objectif pour lequel il a été accepté au pouvoir, ou sinon laissé comme ça au pouvoir, parce que pour eux, c'était une personne qui était facilement manipulable. Pourquoi? Justement parce que l'attitude du président Tshisekedi, c'est une attitude d'un stratège qui s'est fait ignorant, qui s'est fait humble, quelqu'un qui ne comprend rien, et pour enfin revenir et rebondir aussi et tomber ou soit mordre son adversaire. C'est ce qui s'est fait et aujourd'hui, nous avons des retombées. L'ancien président Kabila, si vous vous rappelez, lorsqu'il était au Botswana, dans la réunion de SADC, il a dit à ses homologues très clairement que je ne vous dis pas un adieu maintenant, un au revoir, à bientôt plutôt. Pour lui, il devait revenir au pouvoir. Et alors, tout cela, c'est grâce à cause des conseillers. Tous les gens qui entourent le responsable, le président de la République en l'occurrence, ils doivent être à mesure de pouvoir lire l'air, lire les contextes. Mais si ils se laissent berner uniquement par le soif d'argent, ils vont induire leur chef dans les erreurs. Il a né le cas de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a été induit à la fois en erreur, mais aussi il a fait des mauvaises analyses en pensant qu'il pouvait encore revenir au pouvoir
et que le président Tshisekedi n'était que juste une marionnette qu'on pourrait manipuler à sa guise. Et là, il est tenté de prouver le contraire. Tenez, nous sommes allés, le président Tshisekedi d'arriver au pouvoir, il est allé visiter tous ses voisins, leur demandant de pouvoir nouer des relations bilatérales, des coopérations gagnant-gagnant, mais aussi des politiques, des bons voisinages. Et lorsqu'il est allé visiter tous ses voisins, et cette étape-là a été prise d'une manière de moquerie par ses détracteurs au niveau interne d'abord, par les gens avec qui ils étaient en coalition. Je parle ici de la partie de Joseph Kabila, mais aussi de l'opposition. Parce que pour eux, la démarche que faisait le président Tshisekedi, c'était une démarche qui qui n'avait aucun sens. Or, effectivement, c'était une bonne manière de pouvoir mettre tous ces ennemis devant les faits accomplis par la suite. Parce que les gens ne voyaient que tout de suite, mais ne voyaient pas plus tard. Parce que les problèmes du Congo, c'est que déjà, tous nos pays frontaliers, nos voisins, en fait, personne n'a besoin que nous puissions nous relever. Pourquoi ils n'ont pas besoin de nous relever? Parce qu'il s'agit ici des intérêts. Nous le disons et nous le rappelons toujours qu'en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. L'échec de l'autre aussi, et ça constitue les avantages l'échec de l'un constitue les avantages des autres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la République du Congo, avec toute sa superficie, les richesses qu'elle regorge, si elle se mettait debout, donc nous pourrons devenir une plaque tournante au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique, mais aussi au monde entier. Et donc, il était pour eux très important de pouvoir souhaiter que la République du Congo reste dans cet état ici, afin que chacun puisse en bénéficier et qu'il trouve, qu'il devienne aussi, eux, je parle de ces pays-là, des plaques tournantes et profiter de toutes les richesses du Congo, surtout du marché. Parce qu'au-delà de tout, la guerre, dans la vie internationale, c'est une guerre d'abord, économique, mais aussi une guerre d'hégémonie ou bien d'imposition sur les plans militaires, technologiques. Et lorsque un État arrive à pouvoir ramasser tous ces points-là, il contrôle des choses. Et donc, au niveau de l'Afrique centrale, nous étions bien positionnés pour être une plaque tournante de force au niveau de la région. Mais tous ces pays-là ne pouvaient jamais accepter cela parce qu'ils voyaient déjà tout ce que nous représentons comme potentialité naturelle, mais aussi en termes de ressources humaines. Parce que n'oubliez pas que la République du Congo est aujourd'hui déjà à plus de 120 millions d'habitants et avec 120 millions d'habitants, ça constitue un gros marché que d'aucuns ne peuvent accepter de perdre. Et c'est pour cette raison-là, ils n'ont pas voulu que cela se fasse ainsi. Et lorsque le président de la République est allé voir tous ses voisins, il les a proposés. Les gens pensaient qu'il était ignorant. Ils savaient que ces gens-là ne voulaient pas de notre bonheur. Mais il fallait passer par là. C'était la première étape de passer. Parce que le combat que nous avons en tant que pays, ce n'est pas seulement à notre niveau, c'est à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan international, la communauté internationale, la plupart des États, parce que vous le savez, depuis 1885, lorsqu'on a réparti des frontières en Afrique, les Congos étaient constitués comme un bien commun. Vous comprenez que nous sommes en train de rappeler cela parce que c'est très important. Et alors, c'était un lieu où ces puissances venaient amasser des richesses pour s'emmagasiner. Par exemple, l'Europe, en fait, en réalité, n'a pas de richesses dans son sous-sol. Et ces richesses, c'est d'abord l'Afrique, particulièrement la République du Congo, qui était un réservoir des biens qu'ils exploitaient. Ils ne pouvaient pas un jour imaginer acheter des minéraux en Afrique, particulièrement en République du Congo, parce qu'ils devaient le prendre gratuitement. Ils étaient habitués comme ça. Et donc, pour que ça se fasse ainsi, ils devaient contrôler les dirigeants au niveau qui à la tête des pays africains, particulièrement de la République du Congo. À chaque fois qu'on mettait un président à la tête, ça devait être un président qui contrôle, on te garantit la sécurité et puis la longévité au pouvoir, et toi, en retour, tu leur donnes l'opportunité de pouvoir exploiter à leur guise. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est allé les voir
après avoir rencontré ses voisins, il est allé voir l'Union européenne partout, les États-Unis, la Chine, pour leur dire que, voilà, la Chine, vous avez signé des contrats avec nous, c'était un contrat léonin, il faut que nous puissions les revoir. On l'a revu. Il est allé voir l'Union européenne. Vous êtes en train de vendre, et sinon d'acheter des choses, de coopérer avec le Rwanda, alors que vous savez très bien que le Rwanda n'a pas tous ces dons. Il vous vend, il ne le fait qu'évoluer en partie du Congo, et c'est sur le sang du peuple congolais. Vous devez nouer des relations directement avec nous. Et l'Union européenne, ayant entendu cela, ils ont pris ça d'un mauvais œil. Ils ont compris que celui-ci, il va nous causer du tort, il va nous créer des ennuis. Il faut chercher comment le mater. Ils ont accentué tous ces mouvements rebelles par l'entremise du Rwanda. Et le Rwanda, comme déjà avec ses velléités expansionnistes, a voulu maintenant profiter de cela pour pouvoir aussi accomplir sa mission de son hégémonie dans la région des Grands Lacs, mais aussi particulièrement en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Le président Tshisekedi dit, le fait d'avoir dit très clairement ce que tout le monde disait très bas, c'est-à-dire que le Rwanda, maintenant, je vous ai montré la bonne foi, et là, je comprends que vous êtes de mauvaise foi, vous êtes l'agresseur de la République démocratique du Congo. Cela est tombé à point nommé justement parce qu'il y a eu déjà plusieurs rapports des Nations Unies qui ont attesté cela. Et donc, le Rwanda, toutes les manœuvres que le Rwanda est en train de faire justement, c'est parce qu'il est soutenu par des globalistes, certaines des puissances qui cherchent à masquer la vérité, alors qu'il est trop tard parce que la vérité est là. Qu'est-ce qui a favorisé cela? C'est la stratégie et l'intelligence politique du président Tshisekedi, que les gens ont estimé qu'il était vaurien. Il a d'abord commencé par mater, ce que lui-même il appelle déboulonner, la classe politique au niveau intérieur, il les a maîtrisés au point qu'il a basculé même au niveau du Parlement pour le contrôler. Parce que sans Parlement, il aurait dû y avoir des difficultés. Et alors, il a deuxièmement allé chercher à nouer partenariat avec les États-Unis. C'est ces deals avec les États-Unis qui a tout chamboulé encore davantage. Lorsque tous ces gens-là ont compris que le président Tshisekedi va aller signer ces deals avec les États-Unis, ils se sont mobilisés, comme vous l'avez vous-même suivi, les présidents, au niveau de Bruxelles, où il a résumé très bien l'affaire, ce qu'ils se sont mobilisés pour aller empêcher l'existence de ces deals-là. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que le président Tshisekedi, non pas seulement qu'il est allé chercher à signer, à prendre ses partenariats avec les Américains, mais il avait déjà bien préparé les terrains. Comment il avait bien préparé les terrains? Justement parce que il avait mis une stratégie diplomatique au point que nous puissions avoir une résolution des Nations Unies 2773. Parce qu'en fait, en réalité, pendant plusieurs années, on écriait que les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent, tellement qu'il y avait des complicités au niveau interne, parce que le gouvernement lui-même était complice de tout ce qui s'est passé dans la partie Est, ne cherchait pas à trouver de vraies solutions. Le président Tshisekedi, au même moment qu'il cherchait des relations avec les États-Unis, il a fait tout pour que une résolution soit votée. Parce que quelle est l'importance de cette résolution? En fait, cette résolution, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle ici en droit interne, c'est-à-dire que c'était une décision prouvée en force des choses jugées. C'est-à-dire que c'était une décision de haute portée juridique, et là, sur le plan international. Parce que là, nous avons maintenant un document qui atteste que le Rwanda est l'agresseur. Donc, nous pouvons les brandir partout, devant toutes ces instances-là. Tous ces gens-là qui voudront encore manipuler des choses, nous allons leur brandir ces documents-là. Vous devez savoir la différence d'une décision prise au niveau interne, une décision judiciaire interne avec cette résolution, c'est que là, il y a une dose, d'ailleurs, une dose politique. Pourquoi? Puisque pour qu'une résolution puisse passer, il faut qu'il y ait des tractations, on appelle ça des politiques des couloirs. C'est qu'il y a des acteurs politiques, des pays qui se discutent. Puisque nous avons déjà, voyez-vous maintenant la stratégie, là où l'intelligence Tshisekedi, il avait déjà ouvert le marché, proposé un marché, et qui a intéressé les États-Unis, d'ailleurs, qui a intéressé toujours les États-Unis, et c'était tombé au point nommé où le président Trump était là, qui était un business. Lui, il était venu pour faire les affaires, pas de guerre comme ses prédécesseurs. Et donc, c'était tombé à point nommé, et le président Tshisekedi a saisi le bon moment, et le président Trump était très favorable par rapport à cette proposition, à cette offre-là. Et donc, il a pesé de tout son poids au niveau du Conseil de sécurité. Vous savez comment ça se passe?
on vous appelle, et vous, Sierra Leone, si vous ne votez pas pour cette résolution ici, voilà des telles sanctions, on va vous sanctionner. Et c'est comme ça, sur les rapports de force. Mais puisque nous avons déjà ici rapport de force, c'est que les gens ignorent, pensent que nous sommes faibles ou bien nous étions faibles. Non. Le fait que cette résolution-là puisse passer, c'est parce que une bonne partie, sinon les plus forts étaient de notre côté. En l'occurrence, les États-Unis. Il a pesé, je vous rappelle que les États-Unis est les plus grands contributeurs dans, dans, dans ces mouvements, aussi dans cette organisation des Nations Unies, justement, parce qu'à la hauteur de plus de 60%, ils cotisent. Si aujourd'hui les États-Unis décidaient de ne plus cotiser, les Nations Unies ne fonctionneraient plus. Et donc, sa voix compte beaucoup sur le plan diplomatique et politique. Et donc, ça pesait cette résolution. Non seulement la résolution a été votée, cette résolution a été votée à l'unanimité. Le fait que ça a été voté à l'unanimité, ça a une portée très élevée parce que c'est maintenant d'une application, comme on dit en droit, erga omnes, imposable à tous. Personne ne peut prétexter qu'il n'a pas d'informations comme quoi que les Rwandais nous menacent. Et cela vient de s'ajouter tous les rapports, surtout les derniers rapports qui confirment exactement que le Rwanda non seulement il menace l'intégrité territoriale de la RDC, mais il fait du mal à la population, il transpose des populations, il fait fuir des populations congolaises pour installer les populations. Donc, ils ont une velléité expansionniste de vouloir s'accaparer de nos terres. En plus de nos minéraux, ils ont encore besoin de nos terres pour étendre leur empire, l'empire de Paul Kagame. Et donc, le président Tshisekedi, par sa stratégie diplomatique, il l'a fait très calmement et les gens ont été surpris. C'est pourquoi là, les gens se précipitent, ils sont en train de chercher, ils se sont maintenant montrés au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce que nous devons faire parce que le président Tshisekedi est en train de nous jouer, de nous déjouer. Ils ont envoyé des gens au niveau des États-Unis, parce que comme vous savez, aux États-Unis, ce sont des pays de vieille démocratie où les choses passent par des différentes commissions. Au niveau des départements d'État, où il y a eu quand même des globalistes, et vous devez le savoir que les globalistes, ils ont pris beaucoup de temps. Et là, les républicains, si vous voulez parler des démocrates, les républicains sont en train de s'installer très doucement. Et là, le fait que Trump lui-même prend à bras les corps ces dossiers avec la République du Congo, que vous le vouliez ou pas, cet accord-là va avoir lieu. La preuve, ce que vous avez suivi, le fait que si vous voyez déjà les États-Unis préparer l'opinion américaine en organisant si Fox News l'interview avec le président Tshisekedi, mais aussi ces documentaires sur la République du Congo, toutes ces richesses qui représentent, d'après des minéraux qu'ils ont eu à comptabiliser, plus de 24 000 milliards de dollars, d'euros. Et donc, ce sont des richesses énormes et très grandes. On continue toujours à découvrir et ils ont proposé un marché qui va s'étendre sur 15 ans et un marché de 500 milliards de dollars. C'est vraiment des opportunités. C'est pour cette raison, le président Tshisekedi est confiant. Il est confiant justement parce qu'il a bien joué sa carte et là, ils sont en demandant de la difficulté qui est là très clairement. Et là, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que, excusez-moi, l'FC M23, la course au pouvoir, c'est là, c'est le voir pourquoi. Nanga a été attaqué. Comment vous pouvez imaginer que dans une zone où vous vous contrôlez vous-même, vous avez de la maîtrise, le déplacement des Nanga est très bien calibré et millimétré. Et la personne qui pouvait atteindre ou attaquer, ce n'est que celui qui est au contrôle, qui comprend mieux, qui connaît bien son agenda, son programme. Donc, il s'agit là, quoi, de la course au pouvoir. Maintenant, là, à la fois, comme vous le savez, on avait accusé l'ancien président de la République d'être en connivence avec le Rwanda. Et au regard des faits, ça se prouve justement, on voit que il est allé là-bas et ils étaient derrière lui. Et Nanga est détenteur de beaucoup de secrets et on ne sait pas ce qui manigance Nanga. Vous savez, le pouvoir, c'est comme une drogue. Lorsque vous êtes là, vous avez le pouvoir, vous avez toujours envie d'y rester et d'y continuer tout ça. Et surtout si c'est sur base des sangs comme le font les Nanga et les autres. Et donc là, on cherche maintenant quel est le leadership à voir. Là, l'ancien président de la République, se voyant maintenant en difficulté que si on continue avec la rébellion, puisque là, ça va disparaître bientôt, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut maintenant chercher à transformer cette idée que nous avons des rébellions à une plateforme politique pour nous couvrir lorsque l'Armageddon va arriver, parce qu'il est déjà là. C'est que des choses changent. Bientôt, vous allez voir que Donald Trump va se poser, on va demander aux rebelles.
Il est temps de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est comme ça, lorsque vous avez causé du mal à beaucoup de gens, vous finirez toujours par tomber dans votre propre piège parce que vous serez tellement têtu, vous n'écouterez pas et ça risque maintenant de vous faire tomber très carrément. Parce que s'ils assignent pas, ils n'acceptent pas les partis. Parce que si ils acceptaient les partis, ils pourraient avoir quand même des mesures de clémence, même si ils pourront faire la prison ou quoi que ce seront jugés. Peut-être ça pourrait prendre du temps. Peut-être par à la force des événements, ils peuvent bénéficier des amnisties qui pourraient quand même retarder les choses et leur permettre aussi peut-être de se laver par la suite. Qui sait? Mais maintenant là, s'ils continuent à s'entêter avec la rébellion, ils risquent de finir mal. Et déjà, c'est mal pour eux. Parce qu'ils savent déjà qu'ils ne vont plus réussir avec cette guerre. Parce que c'était une guerre qui était prévue justement pour quelques semaines. Figurez-vous quelque chose qui a été prévu pour quelques semaines, maintenant on passe maintenant des années. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sous-estimé le président Tshisekedi. Et là, les choses sont en train de les rattraper, c'est très clair. Je vous dis que nous sommes vraiment dans la bonne voie. Ce qui nous reste, c'est comme je l'ai dit au début, c'est que c'est de la prudence. Il faut que le président de la République renforce sa sécurité parce que nous sommes déjà dans la direction de bon port et évitons que le paquet d'eau puisse se noyer au port. Nous devons être très prudents, très regardants avec la sécurité du président de la République pour éviter le plan des ennemis qui cherchent toujours à tout prix parce qu'ils ne vont pas lâcher jusqu'à la dernière minute, mais c'est à nous d'être aussi très prudents. Et donc, Nangassi, il a été attaqué justement parce qu'il est détenteur de beaucoup de secrets. On cherche maintenant aussi à l'éliminer physiquement et justement, c'est les salaires du péché, c'est ça. Et donc, lorsque vous avez causé du tort, entre vous, vous allez vous entretuer, vous faire du mal, et c'est les conséquences de tout ce que les gens ont sémé, ils sont en train de les récolter. Et donc, c'est ce qui va arriver. Le Rwanda est bloqué, la chute est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Parce que, en fait, le Rwanda de Paul Kagame a fondé son économie, son leadership sur base du pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo sur le sang des peuples congolais. Et les Rwandais, l'ayant fait tel, ils ne vont pas lâcher si facilement cette guerre parce que il s'agit de leur survie pour leur économie, l'économie des États. Mais aussi, c'est un problème. Le peuple Kagame doit le prendre très personnellement. Pourquoi? Puisque s'il perd cet espace dans la du Congo, il perd déjà sa notoriété. Son carnet d'adresse ne restera que des simples papiers parce que personne ne l'écouterait pas. Si on l'écoute aujourd'hui, parce que c'est lui l'élément moteur qu'on utilise pour piller, faire tout ce qu'ils veulent, contrôler la région. Mais là, il est en train de perdre la région, ça dit que la chute est déjà là, libre. Parce qu'il va perdre sa notoriété, mais aussi sa sécurité. Puisque si aujourd'hui, on est chassé de la République du Congo, puisque c'est ce qui va se faire, il retourne chez eux, nous contrôlons nos frontières, les Rwandais sont tellement très petits pour que nous les maîtrisons. Et donc, il se voit déjà en difficulté parce qu'il ne pourra pas vivre au Rwanda si le Congo est en stabilité. Parce que nous aurons tellement la facilité de contrôler le Rwanda, même à distance, parce que nous aurons le temps de pouvoir nous organiser militairement. Avec la montée à force des FARDC de Ouazalendo, par l'arrivée de la société privée américaine des Blackwater d'Eric France, et des trompez-vous, on est en train de se former, on forme des militaires, mais aussi ils ont amené des matériels. Et ces matériels-là, c'est en train de contrôler. Là, maintenant, là, l'espace aérien congolais, et de ces côtés-là, est contrôlé par les Blackwater. Hein, et au sol, nous avons les FARDC, les Ouazalendo. Surtout les Ouazalendo, ils sont occupés des positions. C'est pourquoi vous voyez, il y a des avancées. Parce qu'ils nous avaient mis en difficulté parce qu'ils étaient en train de contrôler notre espace aérien. Là où ils ont eu maintenant des difficultés, on a eu à anéantir tout leur système de défense aérienne qui était implanté en République du Congo. Hein, c'est très grave. C'est-à-dire qu'ils implantent leur armement en République du Congo pour contrôler la République du Congo. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin que la guerre se passe au Congo parce que chez eux, ils n'ont pas d'espace. Faire souffrir le peuple congolais, faire fuir les populations, et donc, c'est très grave. Oui, mes amis, vous allez nous excuser, c'était coupé. Et là, on revient pour continuer avec notre émission. Nous étions en train de parler des Rwanda est bloqué et la chute libre qui est irréversible et il ne peut plus retourner en arrière justement parce que ils avaient construit
toutes les richesses, leur notoriété sur le pillage de nos ressources naturelles, mais aussi avec les tueries de nos populations. Et là, ils sont en difficulté. Non seulement le Rwanda est en difficulté au regard de son économie qui est basée sur les pièces de nos richesses, mais aussi Kagame en fait un problème personnel. Non pas parce qu'il devait le faire, parce qu'il l'est. Pourquoi? Parce que toute sa notoriété dépend du fait qu'il est l'élément moteur que certaines puissances, mais aussi les multinationales, utilisent pour créer des guerres en République du Congo et exploiter d'une manière illicite pour pouvoir gagner plus de l'argent. Puisque ces multinationales, vous devez le savoir, ce ne sont que des business, ce sont des gens d'affaires. Pour eux, c'est des intérêts. Et même s'il faut décimer toute une population pour leurs intérêts égoïstes, ils le feront. Et donc, Kagame était un élément qui leur rendait un bon service, d'après eux. Et là, maintenant, là, avec le président Tshisekedi, sa façon de voir les choses, où il veut que nous puissions restaurer l'autorité de l'État, contrôler toutes nos frontières, il a eu à faire passer, comme je vous ai dit, déjà cette résolution de 1973, mais aussi l'accord de paix qu'on a signé avec le Rwanda, c'est ce qui lie le Rwanda. Justement parce que déjà la déclaration des principes avant même la signature avait déjà rappelé les règles du droit international, parmi lesquelles on sait déjà la non-ingérence dans les affaires d'intérieur de notre État, mais aussi le respect de la souveraineté de chaque État. Donc l'intangibilité des frontières. Et dit ce point-là, le Rwanda est en difficulté parce qu'il était en République du Congo. La résolution lui demande de retirer ses troupes et de quitter et de cesser tout soutien au AFCM 23, je le dirais comme ça, parce que c'est monté de toutes pièces cette histoire-là. Paul Kagame va perdre son carnet d'adresse, sa notoriété, mais aussi même sa sécurité, comme je l'ai dit, que c'est que le Rwanda est tellement petit que si nous récupérons toutes nos frontières et nous contrôlons, le Rwanda, on pourra le contrôler même à distance si facilement, parce que c'est un petit État qui n'a pas assez d'espace et donc nous aurons la capacité de pouvoir les maîtriser et le programme ne pourra jamais vivre si nous contrôlons nos frontières, surtout si nous contrôlons la frontière entre nous et le Rwanda. En tout cas, il sera en difficulté. Donc, voyant cela, ils vont faire tout, ils vont violer les tout pour les tout. Ils vont faire des lobbying, utiliser tout son carnet d'adresse. Je pense que cette fois-ci, il va les finir parce qu'il va finir toutes les pages et puis il n'aura pas gain de cause. Parce que là, nous sommes déterminés à pouvoir en finir avec Paul Kagame, qui ne veut pas voir la République du Congo être en paix et aussi passer à autre chose, penser au développement. La méthode du président Tshisekedi, c'était aussi pour montrer à la face du monde que celui-là, c'est lui qui nous fait les guerres et tout ce qu'il fait comme des manœuvres, allant nous accuser, c'est nous qui ne voulons pas la paix, c'est faux. Je lui tends la main, qui vous démontre qu'il est prêt pour pouvoir cesser avec toutes ces velléités expansionnistes, mais aussi la volonté de nuire au peuple congolais. Voilà la difficulté où se retrouve Paul Kagame. Maintenant, on a observé également aussi Joseph Kabila en Angola, justement. On va attendre voir les éléments. Là, on comprend. Maintenant, ce sont des tractations politiques pour pouvoir se retrouver. C'est pour cela qu'on dit toujours, lorsqu'on est en un État, on a pu diriger un État pendant plusieurs temps. Il y a certains comportements qu'on ne veut pas afficher. Le président, l'ancien président de la République était régi, protégé par une loi qui lui donnait non seulement des droits, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, c'est la loyauté et l'obligation de réserve et d'être loyal à l'égard de l'État congolais. Donc, le fait d'être loyal à l'État congolais l'empêche de pouvoir soutenir des mouvements rebelles. Le fait pour nous de dire que c'est les aspirations du peuple congolais, je vous dis, c'est soutenir la rébellion contre la République. Je pense que c'était déjà des nouveaux conseils qu'on l'a conseillé. C'est pour cela qu'il avait raison lorsqu'il avait dit qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Il n'a pas pu trouver 15 personnes pour pouvoir lui aider à aller de l'avant. Et maintenant, avec tous ceux qui sont là, personne ne va l'aider parce que ce sont des gens qui sont soit des suivistes pour des intérêts et d'autres qui sont des nostalgies. Justement, ils pensent que ils ne peuvent pas penser d'eux-mêmes. L'ancien président de la République peut l'aider à pouvoir retourner au pouvoir pour vivre. Donc, des intellectuels qui ne s'imaginent pas qu'eux aussi peuvent aussi penser grand, devenir aussi le président, faire aussi des grandes choses, au lieu de dépendre d'une personne. Et voilà les conséquences. Je pense qu'ils vont tous tomber avec les mouvements qui veulent bien décréer. Ça sera très difficile pour eux de réussir. Et pour finir, c'est la question de l'opposition. La classe politique congolaise a trahi justement, comme vous voyez, vous constatez vous-même que
La classe politique est capable de pouvoir changer des narratifs, mais aussi des classes, des politiques, mettre de nouvelles personnes pour pouvoir aussi voir autrement, c'est-à-dire créer des nouvelles énergies. Là, ils sont tentés de tourner autour du pot pour qu'eux-mêmes continuent toujours à diriger. On voit ni de la jeunesse, ni non plus de nouvelles idées. Et comment se fait-il qu'ils ont eu à faire un mouvement sans pour autant qu'ils mettent des diagnostics très clairs? Donc, ces mouvements-là, cette création devait être précédée par des groupes d'experts qui devaient nous proposer quelque chose de différent. Quelle est leur offre pour qu'ils attirent la population congolaise? Vous venez seulement avec des critiques sans des offres contraires. Donc, ça prouve que ce sont des choses qui ne sont basées que ici, des choses des superficielles. Il n'y a rien de concret, rien de palpable. Et donc, ce ne sont que des aventures. Et ça sera très difficile pour eux. Toutes ces manœuvres-là, justement, c'est parce que l'ancien président de la République veut aussi maintenant corriger des erreurs qu'il a commises, sinon les limites qu'il a eu à comprendre, justement le fait pour lui de vouloir soutenir des mouvements rebelles, ça lui cause du tort, donc il faut chercher des voies. Et là, ils savent que la pression est là, ce que tous ces mouvements rebelles seront anéantis, et puis la gouvernement du monde va restaurer l'autorité de l'État, il y aura des partenariats avec les Américains. Si ils s'entêtent, ils vont être maîtrisés, et puis ça sera la fin de leur carrière. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui, très chers internautes. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et donc, une manière pour vous de nous aider, de continuer à faire ce travail, nous vous demandons d'aimer nos vidéos, de partager pour une large diffusion. Et puis, si c'est pour la première fois que vous participez à nos émissions, ce que nous vous demandons, comme nous le faisons toujours, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà ce que ça sera pour vous la contribution pour que vous nous aidiez à continuer à interagir, à faire ce travail que nous aimons autant. Quant à moi, je vais me présenter, je suis Guilhem Ikobi, moi je suis juriste et publiciste, je suis expert en négociation internationale, aussi en commerce international, chercheur et diplômé en ressources humaines. Tout ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse, et moi je vous dis